Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, l'interview est un peu spéciale. Elle se passe dans un cadre hospitalier, dans les locaux de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, pour être précis. Et j'interviewe deux personnes qui vont se présenter un peu plus tard, qui participent au programme Bref. C'est à destination de l'entourage, des aidants. Ça s'organise autour de 3 rendez-vous. Dans cette interview, vous verrez comment les professionnels du soin accompagnent l'entourage, leur permettent de prendre conscience parfois de leur codépendance et des bénéfices qui peuvent être cachés à la dépendance de leurs proches. Ils leur apprennent à accepter, à accueillir la réalité de la maladie du proche, à accepter parfois leur impuissance à agir, à trouver des clés, à comprendre. Ça se passe sous forme de suivi individualisé. Le dispositif est récent. Aujourd'hui, il n'existe que sur Lyon, mais il ne demande qu'à se développer étant donné des premiers résultats qui sont hyper encourageants. Et au-delà des résultats, pour l'aide visiblement manifeste qu'il apporte aux proches des malades d'addiction. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour mesdames, donc merci d'avoir accepté de présenter Bref pour Collatéral. Donc le dispositif Bref, qui est un dispositif qui permet d'accompagner les proches de malades d'addiction, c'est le docteur Claudie Bismuth et madame Nathalie Enjolras qui vont nous expliquer. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement? Oui, donc moi je suis médecin addictologue depuis presque 20 ans et je travaille dans le service depuis 2017 ici sur la HEH. Donc HEH, c'est l'hôpital Édouard Herriot. Voilà, dans le service ELSA et puis depuis pas combien d'années, 1 an et demi peut-être, 2 ans, voilà, dans le dispositif Bref, donc pour l'entourage. Bien moi, je suis patiente experte en santé mentale et en addictologie parce que j'ai coché 2 cases, la case addiction et la case pathologie psychiatrique. Avec ces 2 diagnostics-là, je suis maintenant stabilisée sur ces 2 versants et j'ai voulu me professionnaliser pour devenir patiente experte. Aider des patients comme les aidants dans ces pathologies addictives. Ok, alors Bref, racontez-nous en quoi ça consiste concrètement. Alors Bref, c'est un programme initialement mis en place ici à Lyon par le Dr Romain Rey. Bref, parce que c'est un programme court pour les aidants, uniquement pour les aidants. Alors au départ, il a été mis au point pour des aidants de personnes qui portent une pathologie psychiatrique. C'est un programme de psychoéducation et thérapeutique aussi, pédagogique, parce qu'il est destiné aux aidants seuls, sans que le proche malade fasse partie du suivi. Donc c'est un accueil unifamilial qui se fait sur 3 rendez-vous avec un binôme de soignants qui sont formés pour ça. C'est vraiment un espace de parole où les familles viennent animer leur souffrance parce que les aidants sont très souvent en souffrance et assez démunis pour savoir comment aider au mieux. Ces aidants-là, ils sont évalués en début de programme avec diverses échelles. Il y a l'échelle du fardeau. Et puis, il y a l'échelle de la mesure de leur niveau de dépression. Et très souvent, les aidants sont dans un état dépressif. Et lorsqu'on mesure leur état dépressif avant et qu'on mesure après le programme, on voit qu'il y a une diminution de la symptomatologie dépressive, une diminution significative après ces 3 entretiens de Bref. Ok. C'est très clair aussi cliniquement, sans avoir besoin d'une échelle. On voit vraiment une évolution et la famille arrive vraiment avec une pathologie dépressive souvent sévère, une impuissance à agir, avec beaucoup de questions. Et on voit
on les voit évoluer énormément pour être véritablement très apaisés à la troisième séance. Cliniquement, c'est vraiment très très marqué. Et est-ce qu'on voit également, du coup, une évolution chez le malade? Tout à fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans voir le malade, on arrive à agir sur lui. Bah oui. Voilà. J'ai en tête une famille dont le fils qui avait un problème d'addiction à l'alcool assez sévère et ne voulait pas être en soins, finalement est parti en cure pendant la durée du programme de ses parents, en fait. Et donc ça, c'est quand même très très bénéfique de pouvoir agir à distance. Et donc ces 3 rendez-vous qui sont étalés sur combien de temps? On essaie c'est fonction en fait des disponibilités des familles, de la nôtre également, et puis aussi du problème, parce que on essaie d'avoir quelque chose de fixe. Les rendez-vous sont à peu près à 1 mois d'intervalle, on va dire. Voilà. Mais des fois, il faut peut-être un petit peu laisser un peu plus de temps pour que un processus de changement puisse se mettre en place. On sait que les changements sont des processus longs. Donc, parfois, on convient avec la famille, bien sûr, de pouvoir écarter un petit peu de rendez-vous pour pouvoir permettre une évolution un peu plus marquée. Parce qu'il va se passer un événement, par exemple, quelque chose dont le résultat sera peut-être à étudier. Il faudra la peine d'être étudié une fois qu'il se sera déroulé. Et l'entourage, ça peut être n'importe qui, des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des colocataires, des voisins, des cousins, des amis. Ah oui, donc ça peut être, c'est un entourage pas forcément familial. C'est vraiment les proches qui aident le malade, quelle que soit la nature de leur relation, en fait. Tout à fait. Ok. Donc, ce programme Bref Psychiatrie, il a été appliqué à Bref. Il a été décliné pour devenir Bref Addiction aussi. D'accord. Adapté. On a travaillé dessus pendant quelques mois pour adapter les outils et pour adapter aussi la forme oui. Et sur le fond et la forme, concrètement, qui participe? Enfin, c'est quoi? Ce sont des entretiens? Oui. Qu'on fait en binôme. Ok. Là, donc avec 2 soignants on prend en charge la famille, que le patient soit suivi ici à Édouard Herriot ou pas. Ok. Et pas suivi du tout. Ou pas suivi du tout. Voilà. Ouais, c'est le cas de celui dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et le binôme est choisi si la personne, l'addict est suivi à Édouard Herriot, le binôme ne suit pas le patient. Donc, ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment très, très important. Et le binôme, c'est quand vous parlez de soignants, ce sont des médecins, des infirmiers, infirmiers, psychologues, père aidant. Et père aidant ou patients experts qui eux n'interviennent. Enfin, je connais la réponse, mais qui n'interviennent qu'au deuxième entretien. Qui sont sollicités au deuxième rendez-vous, parce que le programme est assez bien structuré. Il y a une première séance où la famille déverse un peu ce qu'ils vivent avec ce proche malade, et on leur propose à la fin de la première séance toute une série d'images dans lesquelles ils peuvent identifier des moments vécus. Ça les aide aussi à poursuivre leur narration. Et la deuxième séance est plus focalisée sur le proche malade. Et on a eu l'idée de faire appel à ce moment-là, qui lui est là pour parler de la pathologie, parce qu'il l'a vécu. Et pour répondre aux questions aussi, pour faire part un peu aussi des croyances qu'on a quand on est noyé dans la pathologie addictive. Donc le patient expert, il rejoint le binôme de soignants. Et puis la troisième séance est plus focalisée sur déjà qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 séances. Les familles nous rapportent beaucoup, très souvent du changement. Et puis on les invite à parler d'eux, en fait, et qu'est-ce que eux veulent mettre en place aussi
après, bref, qu'est-ce que ça peut leur inspirer comme suite? Le but, c'est de les orienter aussi. C'est vraiment court bref, c'est vraiment un tremplin pour que les aidants continuent à prendre soin d'eux et s'investissent dans d'autres types de soins, comme d'autres programmes plus longs, des programmes multifamiliaux. Il y a le programme Léo ici à Lyon qui est disponible, donc c'est un programme plutôt sur plusieurs rendez-vous avec d'autres familles aussi. Donc c'est de la pérédance entre familles et ça dure près de 6 mois, 9 mois, c'est beaucoup plus long. Ou alors il nous arrive de donner des adresses de personnels libéraux, professionnels libéraux, psychologues, psychiatres pour ces aidants-là. Est-ce que le fait que ce soit organisé par l'hôpital, parce que il y a des associations, des groupes de parole, comme de type Entraide Addict, par exemple, qui accompagnent l'entourage. Est-ce que ça change quelque chose à votre famille? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je dirais une validation, une légitimité. Et puis pour nous, c'était important surtout de nous occuper de l'entourage parce que la souffrance de la famille transpire même à travers les patients. Et en fait, ils nous demandent aussi, quelque part, d'agir sur leurs proches parce que leurs proches, des fois, sont pas aidants. Même s'ils veulent bien faire, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes clés, ils sont dans une impuissance importante à agir et ils savent pas comment faire. Et donc ça nous paraissait vraiment très légitime de faire ça aussi à l'hôpital public pour offrir cette opportunité de prendre soin de soi. Parce que nous, on intervient très ponctuellement, en fait, pour les patients. Tout ce qui se passe à la maison, c'est la grande inconnue. Et pouvoir transformer ce qui se passe à la maison un petit peu, apporter un petit éclairage pour faire mieux, pour moins souffrir, pour moins être épuisé. Parce qu'ils sont souvent, ils arrivent épuisés aussi, hein. Une épuisement psychique, physique parfois aussi, parce que certaines familles n'ont jamais parlé de leurs problèmes avant de vous en parler. Ouais. Et ce qui est intéressant dans Bref, c'est que c'est un accueil individuel. Entre addicts, il me semble que c'est plus entre familles. Ouais. Là, c'est vraiment, ils viennent avec leurs questions sans le proche malade aussi. C'est vraiment quelque chose de bien pour eux et individualisé. Ouais, ils peuvent vraiment, il n'y a pas de question de confidentialité, en fait, ils peuvent vraiment se livrer. Oui. C'est-à-dire que c'est, Parce que la confidentialité, elle est quand même, importante, et elle est respectée. Oui. Et rappeler à chaque entretien aussi. Ok. Est-ce que vous avez eu le cas de proches qui eux-mêmes étaient pas aidants, c'est-à-dire qui consommaient eux-mêmes et qui se posaient des questions du coup de leur des impacts de leur consommation, de leur comportement sur le proche qui était encore plus malade que, si je puis formuler ça comme ça, oui. Bien sûr, oui. Oui, il y a cette honte à être aussi quelque part à donner une mauvaise image, voilà. Et peut-être que cette image-là puisse avoir un impact sur la consommation du proche. Et donc ça existe depuis combien de temps? Bref, depuis 2021, février 2021, le dispositif a été élaboré, comme a dit Claudie, dans le service, a été mûri dans le service et ça a été suivi aussi avec l'équipe de départ du docteur Romain Ray, qui a créé Bref Psychiatrie au départ. Ça a été vraiment co-construit à la fois avec l'équipe du Vinatier, l'hôpital du Vinatier, l'équipe ici, et puis avec moi, patiente experte, et aussi avec les familles, parce qu'au départ, on avait toute une série d'images à leur proposer, et ils nous ont aidés aussi à choisir les plus pertinentes. Donc c'est vraiment un exemple de co-construction, je dirais de recherche participative, où tout le monde avait sa place pour mettre au point ce projet et cette prise en charge, bref, addiction. Vous savez s'il y a des dispositifs équivalents ailleurs en France? Unifamilial, non. Enfin, moi, j'ai pas...
où il y a des consultations entourage. Ici, dans le service, on peut recevoir l'entourage individuellement, mais ça c'est encore assez différent du dispositif. Ouais, mais structuré comme ça, avec 3 rendez-vous, un suivi, un patiente experte au milieu. Oui. Effectivement, c'est unique. C'est bien, donc il faudrait que ça se déploie. Ça se déploie. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on peut former les professionnels de santé qui veulent implanter le dispositif Bref Addiction dans leur propre service. Le côté intéressant, c'est que ça dure une seule journée et que c'est gratuit. Et quand en France, il y a un service qui veut former plusieurs professionnels de santé, l'équipe peut se déplacer, l'équipe de formation peut se déplacer sur place pour proposer cette journée de formation. Mais ça occasionne des frais, du coup, imaginons qu'une équipe parisienne souhaite se former, et que donc ça serait pris en charge par qui ça, dans l'équipe parisienne? Si elle souhaite se former et venir à Lyon, il y a juste les billets de train payés parce que sur place, tout est gratuit. C'est subventionné par le ministère de la Santé. Et ça vient d'être pérennisé aussi sur ces fonds-là. Ou alors, lorsque le service reçoit l'équipe de formation, c'est gratuit, ça fait partie du dispositif de formation. Et de quoi vous auriez besoin, du coup, pour développer encore plus ce dispositif? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'attentes aujourd'hui, des familles sur Édouard Herriot. À Édouard Herriot, il y a 10 mois d'attente. Oui. Donc, les familles qui sont très en demande sur le moment, et malheureusement, il y a toujours un délai plus ou moins long avant qu'on les reçoive. Donc, ce qu'on fait un peu ici, c'est qu'on peut recevoir sur des entretiens entourage avant de proposer le dispositif Bref. Mais oui, il serait intéressant que des professionnels de santé, d'autres services de traitement des addictions se forment pour recevoir l'entourage. Il faut des moyens supplémentaires, voilà, plus de soignants se former, parce que le dispositif est vraiment très intéressant. Et le fait qu'il soit comme ça, pensé, fermé, avec un début et une fin, je pense que ça met en branle aussi le processus psychique des personnes qui savent qu'ils ont une fin, et du coup ça peut-être ça accélère un petit peu, ça fait mûrir peut-être plus vite le changement. Parce qu'il y a une échéance, en fait, il y a une échéance, et c'est ça qui est intéressant. Parce que les consultations entourage, effectivement, on en fait depuis longtemps, mais c'était très ponctuel, et il n'y avait pas vraiment un objectif derrière, si ce n'est aider ponctuellement la personne, ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Et ça, ce dispositif, il est quand même très très innovant et bien pensé. Alors, c'est intéressant de parler d'objectifs, parce qu'à la 3e séance, c'est un peu les questions qu'on a. Quels sont vos objectifs maintenant? Qu'est-ce que Bref vous a aidé à mettre en place? Qu'est-ce que vous envisagez après? Bref a une fin, mais ça ouvre d'autres portes derrière. Et c'est ça qu'on essaie de créer aussi comme motivation. Quelle porte vous allez ouvrir maintenant pour vous, pour prendre soin d'eux, en fait. Les aidants, on leur demande d'être 3 maximum, parce que c'est important qu'on les écoute aussi individuellement. Ils ont des besoins différents aussi, donc il faut qu'on ait le temps d'y répondre à leurs besoins. On s'en aperçoit parce que lorsqu'on leur propose de choisir des images, en fait, ils choisissent pas forcément les mêmes. Donc, on voit que leur vécu est assez différent du frère, de la sœur, du papa, de la maman. En fait, si les aidants sont au-delà d'un nombre de 3, on peut faire 2 brefs différents, de façon à optimiser la prise en charge plus individuelle. Le proche est au cœur du débat, mais de manière distanciée. Ça permet de prendre de la distance, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant. Mais il est quand même au cœur des préoccupations, puisque voilà, la souffrance vient de lui ou d'elle, donc il est au cœur, mais
mais différemment. On essaie de ramener effectivement vers les dents, pour vraiment avoir le ressenti de ce que ça fait vivre pour lui, cette situation-là, qui est très difficile à vivre. L'addiction, c'est c'est une maladie chronique terrible pour la personne et pour ses proches, parce que ça détruit. C'est là que l'intervention du patient expert est intéressante, parce que très souvent les familles découvrent c'est quoi un patient expert, et qu'on est là aussi, malgré cette chronicité de la pathologie, on est porteur d'espoir en leur disant que le rétablissement c'est possible, leur disant que qu'on a dû réaménager notre vie du matin jusqu'au soir, et que ça se fait aussi avec les aidants, de réaménager sa vie heure par heure. Enfin, c'est vraiment important de leur expliquer ça aussi, que ça va être un changement pour eux aussi, pour eux les aidants. Il va falloir accepter ce changement et leur dire aussi qu'il y a un temps pour le changement, que même si ça va pas assez vite pour eux, que ce moment-là, il va venir, mais c'est aux patients, aux proches malades de s'en emparer, en fait. Oui. Et de leur dire aussi que les injonctions, ça marche pas forcément, les ultimatums non plus. C'est d'essayer de leur expliquer tout ça. Que moi, quelquefois, je leur dis, il n'y a pas forcément un profil d'aidant idéal. C'est vraiment... ça dépend de l'histoire de la famille, l'histoire du proche. Tout un système, en fait, qui doit bouger. Mais avec pour objectif que l'aidant guide et accompagne. Qui s'écoute aussi l'aidant. C'est quoi ses besoins aussi quand on est aidant vis-à-vis du proche malade? Quels sont les besoins du proche malade aussi? Et de faire coordonner tous les besoins, en fait, pour que la relation s'améliore, évolue selon les configurations qui nous sont amenées par les aidants. Il y en a qui sont plus intrusifs que d'autres, il y en a qui sont plus distants, voire même un peu dans le déni, voire même qui entretiennent quelque part la dépendance Et alors, de l'autre. Comment on peut entretenir la dépendance de l'autre? Qu'est-ce qui dans quel cas on entretient la dépendance de l'autre, par exemple? En étant intrusif, en étant peu permissif, en bloquant le changement, en fait, en mettant l'autre dans une situation d'infaisabilité, en fait, de sortir de sa situation, tout en pensant faire du bien à l'autre, en lui interdisant de consommer, en cachant les bouteilles, en faisant la chasse aux produits quels qu'ils soient, alors que l'autre, pour lui, le produit est nécessaire et vital. C'est un besoin vital. Donc ne pas comprendre que ce produit est vital pour l'autre, déjà c'est très très agressif. Et du coup, la réponse à l'agression, c'est souvent la colère, et la colère fait consommer pour apaiser cette colère-là, ce qui est un sentiment très 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 dévastateur pour la personne, pour celui qui subit cette colère sans pouvoir. Donc c'est des systèmes qui se mettent en place au fil du temps et dont les changements nécessitent du temps. C'est pour ça que des fois il faut laisser ce temps-là que le système se désamorce. Alors que des fois c'est une bombe à retardement qui est allumée et une grenade dégoupillée. Et on reçoit les patients dans ce contexte-là. Déjà apaiser, écouter et éviter d'envenimer plus les choses. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Je pense que l'intervention de Nathalie, elle est cruciale, parce que tu es la preuve vivante du rétablissement réussi. Et ça c'est un espoir. Qui se passe de ça incarne l'espoir, tu incarnes l'espoir. Vous incarnez l'espoir. Ouais. Ou alors on a eu le cas aussi d'une dame qui est venue pour son époux qui avait un problème d'alcool, et qui disait en fait, si mon mari il arrête de boire, moi je vais me retrouver toute seule à boire, en fait, comment je vais faire? Ça aussi c'est quelque chose qui peut entretenir
la pathologie addictive de son époux parce que elle peut être un frein aussi, mais pour elle-même. Oui, mais il y a forcément des phénomènes de codépendance. Oui. C'est parfaitement l'exemple que vous donnez. Ouais. Parce qu'il y a des bénéfices, en fait, cachés à la dépendance. Le dépendant, finalement, il a des zones de faiblesse, des choses qu'il ne fait plus, qu'il ne gère plus, parce qu'il n'arrive plus à les gérer, les comptes notamment, et le conjoint qui s'empare de ce domaine dont il n'avait pas la priorité avant, il n'entend pas redonner ses privilèges, entre guillemets, que lui a laissé son conjoint. Et du coup, c'est ça, ces freins. Voilà, c'est ça qu'on appelle la codépendance. Tous ces bénéfices secondaires qui sont pas si évidents que ça, des fois, et qu'il faut déterrer un petit peu parce que personne les voit pas. Dire, tu me laisses toute la charge de travail. Mais dans la charge de travail, il y a aussi la charge bénéfique. Encore une fois, nos patients experts, on explique le vécu de l'intérieur. Et on met aussi l'accent sur la discordance entre ce que pense l'entourage. Très souvent, il nous rapporte, il se détruit. Et nous, on est dans une toute autre configuration quand on est dans la pathologie addictive. Nous, c'est notre pilier de soutènement, en fait, pour continuer à vivre. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aussi aux familles. Et que, c'est pas forcément le bon moment pour enlever ce pilier de soutènement-là. Après, suivant la situation, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, on y va vraiment pas à pas, parce que ça peut être très violent pour une famille de s'apercevoir de sa codépendance, par exemple. De s'apercevoir que elle est pour quelque chose dans le maintien ou dans l'initiation peut-être de l'addiction de son proche, et du coup, voilà, il peut y avoir des mouvements de rejet, de protestation, qu'il faut savoir aussi gérer. C'est là où les professionnels de santé, ils sont formés à ça aussi, pour amener les familles à raisonner là-dessus. Et quand le proche rechute, parce que c'est un processus qui arrive très régulièrement chez les malades d'addiction, comment vous accompagnez les familles particulièrement sur ce sujet-là? Déjà en parlant, en évoquant la rechute comme faisant partie du processus de guérison, comme une règle. Et déjà, si on s'y attend, parce qu'on est déjà moins impacté négativement. C'est toujours très difficile, la rechute. On pense que c'est arrivé, surtout quand le sevrage est long, l'abstinence est longue, que les choses se sont arrangées, que il y a un nouvel équilibre qui s'est formé, et puis d'un coup, la rechute arrive, c'est un nouveau tremblement de terre on prépare, je pense, les familles à ça, autant qu'on puisse le faire, parce que c'est toujours bien, très particulier. Oui, pour qu'elles acceptent. Oui, qu'elles acceptent mieux, qu'elles ne soient pas agressives à ce moment-là. Moi, je parle beaucoup aussi, mais plus avec les patients de façon individuelle, assimiler la pathologie addictive comme à une maladie comme une autre, en fait. Et que la rechute en cancérologie, elle n'est pas forcément vécue de la même manière qu'une rechute en addictologie. Mais il faut la voir comme une rechute en cancérologie. Et puis aussi, le sevrage ou l'abstinence n'est vraiment pas une fin en soi, en fait. Ça peut être l'objectif du patient, et à ce moment-là, c'est se respecte, et voilà. Mais on n'y arrive pas tout de suite. Il y a des rechutes possibles, mais surtout, il y a possibilité de réduire simplement sa consommation pour réduire les dommages collatéraux qui sont inhérents. Et ça peut être déjà un premier objectif, plus facilement atteignable que le sevrage, qui nécessite déjà
peu plus de... Oui, encourager, sachant qu'on parle bien d'étapes, puisque l'idéal, sans parler d'objectif, c'est quand même, à un moment donné, d'arriver à s'éloigner définitivement des produits. Mais effectivement, la montagne, je suis bien placé pour le savoir. La montagne de l'abstinence, elle paraît, si c'est le premier objectif, elle paraît trop immense pour que ce soit réaliste, en fait. Ce qu'on dit aux familles aussi, c'est d'essayer de parler d'autres choses avec le proche, autre chose que les addictions, autre chose, de faire des activités avec eux, de parler avec eux d'autres sujets. Très souvent, ils s'aperçoivent en fait que oui, les seules relations qu'ils ont avec le proche, c'est sur la pathologie affective. Oui, donc bref, ça leur permet aussi de prendre du recul par rapport à ça, de prendre de la distance, et de construire des relations indépendantes de l'addiction, en fait. Oui. Et de changer leur positionnement, d'être plus dans le contrôle. En fait, ils ont un positionnement souvent de contrôleur. S'ils viennent là, oui, c'est qu'ils sont très souvent dans le contrôle. Et donc de changer leur position et de revenir à une position de parents, de frères, de sœurs, d'amis, voilà, en faisant des activités autres qui souvent ont disparu en fait avec voilà. Et le fait de repasser par des activités ensemble, voilà, finalement la personne n'a pas tant changé que ça. Je te retrouve comme je t'aimais avant, et je vais du coup pouvoir mieux t'aider si je retrouve ce sentiment d'amour, d'amitié qui nous liait autrefois et qui a disparu avec le contrôle que j'ai voulu exercer sur toi pour t'aider, certes, mais qui est quand même une relation de contrôle et une relation finalement, le contrôle c'est de l'emprise. Donc il y a déjà l'emprise du produit, si en plus il y a l'emprise de l'entourage sur la personne, c'est enfermant. Ouais, je crois que j'ai une très belle conclusion. Ça permet à l'entourage de retrouver la personne qu'on aime pour ce qu'elle est. Tout à fait. Très belle conclusion, Christian.